Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un épisode du Royaume de France qui voit l'extinction des derniers Capétiens directs, la disparition du dernier grand maître de l'ordre des Templiers, Jacques de Molay, qui aurait lancé une malédiction à Philippe le Bel ainsi qu'à toute sa descendance. Or, en quelques années, le roi et ses fils connaissent tous une mort précoce. Vous voulez en savoir plus sur les derniers Capétiens? Venez avec moi. Dès son accession au trône en 987, Hugues Capet se consacre à fixer les premières règles successorales. Il cherche par là à tirer les leçons d'un passé récent où les conflits entre Carolingiens et Robertiens ont fragilisé le royaume franc. Tout d'abord, il se fait sacrer à Noyon, devenant ainsi souverain de droit divin jusqu'à sa mort. Il fait aussitôt couronner son fils Robert et l'associe au pouvoir. Le successeur d'Hugues Capet est tout désigné et le titre devient ainsi héréditaire. Cette pratique perdure jusqu'au sacre de Louis VIII en 1223 et le premier roi capétien à ne pas être couronné du vivant de son père. Pour conserver l'unité du royaume, Hugues Capet n'attribue aucune terre personnelle à son fils aîné. Il n'y a qu'un seul royaume qui est transmis dans son intégralité de père en fils. Malgré toutes ces précautions, un problème de succession se pose pendant le règne de Robert II. Il a 3 fils, et quand le premier meurt, il choisit le deuxième pour lui succéder, privilégiant ainsi le principe du droit d'aînesse. La règle successorale étant ainsi fixée, les contestations des branches latérales de la dynastie restent mineures, d'autant plus qu'elles reçoivent des terres en apanage contre une promesse d'hommage au roi. Toutes ces mesures sont efficaces, car jusqu'en 1316, les Capétiens ne connaissent plus aucun problème de succession. Lorsque Philippe le Bel meurt en 1314, il a 3 fils et l'avenir de la dynastie semble assuré. Le roi Philippe le Bel, qui règne à partir de 1285 et s'applique à renforcer le rôle de l'État en éliminant toutes les autorités concurrentes, et ce jusqu'au clergé. Il s'en prend directement à la papauté, au point d'entrer en conflit ouvert avec le pape Boniface VIII, au point de risquer l'excommunication. Mais un autre ordre religieux fait de l'ombre au trône de France, l'ordre du Temple, devenu fabuleusement riche et puissant participant aux croisades en Orient. Philippe le Bel lance donc une politique radicale contre les Templiers, accusés de plusieurs choses, manquement à la charité, de comportements dépravés et surtout de pratiques hérétiques. La campagne de diffamation est orchestrée par Guillaume de Nogaret, premier conseiller et garde des Sceaux, qui supervise également le procès des Templiers. Le pape Clément V tente d'abord de défendre le Temple, mais il finit vite par se ranger aux vues du tout-puissant roi de France. En 1307, Jacques de Molay et les hauts dignitaires du Temple sont arrêtés et emprisonnés. En 1312, l'ordre du Temple est supprimé au concile de Vienne, abandonné par l'Église, brisé par 7 ans de cachot et de torture. Les Templiers confessent tous les crimes qu'on veut bien leur prêter, même les plus fantaisistes et infâmes. Mais en mars 1314, le grand maître revient sur ses aveux et clame son innocence. Relapse, il est condamné à être brûlé vif le 18 mars 1314 et lance donc, selon la légende, sa malédiction depuis les flammes qui le dévorent. Pourquoi la malédiction prêtée à Jacques de Molay a-t-elle connu une telle prospérité? Clément V meurt en avril 1314, puis Philippe le Bel le 29 novembre de la même année. Cette conjonction apparaît comme une forme de malédiction immanente, de vengeance de Dieu. Quant à Guillaume de Nogaret, il meurt lui aussi, mais en avril 1313, un an avant le bûcher de Jacques de Molay. Clément V était malade, mais Philippe le Bel, encore jeune, il n'avait que 46 ans. Il fait une chute de cheval à la chasse, peut-être frappé d'un AVC. Il est paralysé, puis transporté jusqu'à Fontainebleau où il finit par mourir. Il n'est pas si rare de mourir quadragénaire au XIVe siècle, mais le sort semble aussi s'acharner sur les fils de Philippe le Bel. Le premier, Louis X, meurt en 1316 à l'âge de 26 ans, d'un refroidissement de poitrine après une séance de jeu de paume. La comtesse d'Artois est accusée d'empoisonnement, mais finalement acquittée, et les causes de la mort du roi ne sont pas élucidées. En attendant la naissance de l'enfant de la reine enceinte, le frère du roi défunt Philippe de France assure la régence. Un garçon vient au monde, Jean Ier le posthume, naît, mais ne survit seulement 4 jours. C'est la première fois dans l'histoire de la dynastie capétienne que le roi de France meurt sans héritier mâle. La couronne échoit donc à Philippe, qui devient Philippe V le Long.
Dès son accession au trône et pour asseoir sa légitimité, Philippe V entérine la loi salique, selon laquelle les femmes ne peuvent ni accéder au trône de France, ni le transmettre. Celle-ci ne lui porte pas plus bonheur qu'à son frère, atteint de fièvre et de dysenterie à partir de l'été 1321. Philippe V agonise à petit feu jusqu'au mois de janvier 1322, où il meurt à l'âge de 29 ans. Lui non plus n'a pas de descendance mâle. C'est donc son frère cadet qui lui succède, Charles IV le Bel, et obtient l'annulation de son premier mariage avec Blanche de Bourgogne. Il épouse aussitôt Marie de Luxembourg. Celui-ci meurt à son tour de maladie en 1328 à 33 ans, alors que sa femme est enceinte. Mais la veuve n'accouche que d'une fille. Et le vivier d'héritier mâle de Philippe le Bel s'est tari. Aucune de ces morts en soi n'a tellement surpris les gens. Les rois mouraient jeunes en ce temps-là. Ce qui a surpris, c'est que les trois meurent les uns après les autres de façon prématurée. C'est en vertu de la loi salique que Philippe VI de Valois succède à Charles IV. Pourtant, il n'est pas l'héritier le plus proche. En effet, Philippe le Bel, outre ses trois fils, a eu une fille, Isabelle de France, veuve d'Édouard II, roi d'Angleterre, et mère du jeune roi Édouard III, qui vient de succéder à son père lorsque Charles IV décède. Si la primogéniture mâle interdit à Isabelle de devenir reine de France, en revanche, son fils pourrait revendiquer le trône. Or, la loi salique, ressuscitée pour ne pas dire inventée, depuis peu en interdit. En Angleterre, la primogéniture mâle n'est pas reconnue et la loi salique encore moins. Édouard III, roi d'Angleterre, a de sérieuses prétentions au trône de France. De plus, il est également duc d'Aquitaine, et à ce titre, il est vassal du roi de France. La situation est très tendue entre les deux royaumes, et il en faut peu pour que la guerre de 100 ans commence. C'est chose faite en 1337. Édouard III rompt son hommage à Philippe VI, conteste sa légitimité et déclare vouloir prendre le titre de roi de France. Comme on l'a vu, en l'absence de loi claire en matière de succession, c'est Philippe de Valois, neveu de Philippe le Bel, qui est élu pour remplacer Charles IV, le dernier des fils de Philippe le Bel. Mais en 1337, Édouard III, roi d'Angleterre et petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle de France, revendique à son tour le trône de France, déclenchant ainsi la guerre de 100 ans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.